mesdames, chers fidèles, quand même, chers fidèles des rencontres des Gobelins. Alors évidemment, on est très heureux et honorés que vous soyez là, et on va essayer de faire en sorte que... J'aurais aimé qu'on soit évidemment un peu plus nombreux, mais à défaut d'avoir la quantité, nous aurons la qualité, n'est-ce pas? Donc merci, voilà, merci à vous en tout cas d'être là. Je commence par une information qui... évidemment nous concerne tous, et notamment justement les fidèles des rencontres des Gobelins, savoir que la semaine prochaine, la rencontre, alors qui n'est pas de celle que j'ai l'habitude d'animer, mais qui devait être en présence de Sarah Viguier, ne pourra pas être tenue en raison d'un empêchement voilà, le 21. Donc là, le 21 mai, il n'y aura pas de rencontre des Gobelins. Et par conséquent, Marc Bayard, Hervé Lemoine et toutes les équipes de la manufacture des Gobelins Mobilier National vous donneront rendez-vous le mardi 28 mai pour les identités de la couleur en Orient, Japon et Inde, avec Sumiko Oe Gotini, qui est chercheuse sur la couleur, et Mario de Souza, qui est un artiste plasticien qui fut en résidence un temps ici au Mobilier National. Mais pour ce soir, nous avons le plaisir et la joie, et je tiens à le remercier parce que son agenda est très, très chargé. Donc, cher Bruno, merci beaucoup d'avoir pris le temps et d'avoir accepté mon invitation à venir aux rencontres des Gobelins discuter d'art décoratif de la table, à la fois décoratif puis aussi ce qu'on ingurgite, n'est-ce pas? Alors il est dit dans différents documents que vous êtes un grand amateur d'aventures humaines et insolites, un chasseur de curiosités, écrivain et historien, tout ça est parfaitement vrai, je crois. Et vous êtes aujourd'hui haut fonctionnaire et maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont on verra qu'ils sont toujours des ouvrages érudits et souvent étonnants. Vous êtes, et c'est pas sans me toucher également, strasbourgeois, où en mai 68, la ville de Strasbourg donc s'est rebellée et a permis votre arrivée. Vous êtes diplômé de Sciences Po. Vous avez longtemps travaillé sur la rédaction du compte analytique de l'Assemblée nationale, ce qui vous vaut peut-être depuis 2022 d'être rattaché au cabinet de la présidente de l'Assemblée nationale, Madame Yaël Braun-Pivet, et plus particulièrement des discours sur l'histoire, la mémoire et le patrimoine, donc auprès de la présidente de l'Assemblée nationale. J'aime aussi citer, parce que je crois qu'on le trouve et vous devez le revendiquer, vous êtes aussi régent, je vais dire gérant, régent du collège de pataphysique. Alors le collège de pataphysique, et on en parlera peut-être en rendant hommage à Alfred Jarry, c'est cette société de recherche savante et inutile. C'est quand même tout un programme, et Dieu sait si on devrait passer plus de temps en recherche savante et inutile. Et donc vous êtes naturellement amateur d'histoire et d'utopie, auteur de pièces de théâtre, donc auteur de nombreux ouvrages. Et moi j'aime à citer, parce qu'on s'était rencontrés aussi à nouveau l'année dernière aux rencontres de Blois, vous présentiez les mémoires d'une géniale arnaqueuse de la belle époque, Mademoiselle, les confessions de Madame, les confessions de Madame 100 kilos, donc en reprenant les mémoires d'un personnage absolument incroyable, et j'encourage vraiment à le lire. C'était publié en 2023, les mémoires de Marie-Justine Penel, ou Pesnel, je ne sais plus comment on peut, Penel, hein, ouais. Madame 100 kilos qui a une histoire assez incroyable, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Le fichier mondial des espionnes, un ouvrage sur Landru, sous-titré L'élégance assassine, tout un programme là aussi. Vous avez beaucoup travaillé à partir d'archives, normal, évidemment, parce que vous êtes historien, notamment les archives du ministère de l'Intérieur, sur de nombreux secrets d'État. Et puis petit à petit, ça nous amène à notre sujet ce soir. Vous avez aussi publié Les gastronomes de l'extrême, autre ouvrage que je vous conseille, que moi j'ai eu beaucoup de plaisir à lire, parce que l'art de la bonne chère se résume là en France à des choses assez traditionnelles, et on voit que pour la littérature de voyage, elle peut permettre de découvrir des choses et des plats tout à fait inattendus, comme un potage de hanneton ou un rôti de baleineau. Tout ça, c'est dans les gastronomes de l'extrême. Vous voyez que, non content d'être érudit, est aussi éclectique dans ses domaines de recherche.
Et nous avons le plaisir donc de vous accueillir. C'est également, et ça c'est un point important, vous êtes également contributeur régulier d'une nouvelle revue dont 2 exemplaires sont là à côté des documents à remplir pour être informés sur nos activités, et donc j'ai entre les mains, comme à la télé, n'est-ce pas, la dernière livraison, le 4e, c'est-à-dire que cette revue trimestrielle fête ses 1 an, et elle fête ses 1 an avec un sujet qui ne manquera pas de m'inspirer pour les prochaines rencontres des Gobelins, sur une petite histoire des nourritures amoureuses. Là aussi, la chair et la chair peuvent se marier plaisamment. Donc on arrive tout doucement, après cette introduction, peut-être un peu longue, au sujet de ce soir, où on va découvrir l'histoire par le menu avec un grand H, et plus particulièrement le plat des hommes politiques, le plat des politiques, de quoi leur nom est-il fait. Alors moi j'avais en tête, et peut-être l'avez-vous aussi bien la soupe VGE, cette soupe de Valéry-Giscard d'Estaing, que les poulardes truffées de Sadi Carnot, mais là je me réfère au précédent numéro de Gargantua que vous aviez développé, ou un autre plat qui a pris son nom maintenant, le plat du compagnon de route du chef général de Gaulle, le pigeon André Malraux. Voilà, tout ça pour nous mettre en appétit. Donc à défaut de passer à table, passons maintenant à cette conférence entre nous. Cher Bruno, le micro est à vous. Merci, cher Pierre, et à toute l'équipe de ces rencontres des savoir-faire pour leur invitation, pour avoir organisé cette soirée. Effectivement, merci également pour cette présentation. Tout ça peut paraître éclectique, mais en fait, c'est toujours quand j'écris un livre que j'ai l'idée des livres suivants, et souvent, parce que vous savez, quand vous cherchez dans des archives, vous trouvez plein de choses, pas forcément ce que vous cherchez, mais autre chose. Et par exemple, dans le dernier numéro de Gargantua, il y a des menus de repas de policiers que j'ai trouvé en faisant des recherches sur les archives policières, des choses qui n'avaient à la base rien à voir, mais c'était intéressant de voir que des policiers qui avaient une vie relativement rude et un peu spartiate, une fois par an, s'offraient ensemble un énorme gueuleton et faisaient composer un joli menu illustré. Et si on regarde avec attention, tous les plats font allusion aux affaires de l'époque, aux bandits de l'époque, aux grands flics de l'époque. Donc il y a des menus comme cela qui se décryptent un peu comme des rébus, et ça c'est vraiment des choses qui me mettent en joie, que j'aime beaucoup. C'est ce que j'ai essayé de faire aussi sur la politique, puisque voilà, Pierre vous l'a dit, je suis dénoncé, je travaille depuis plus d'un quart de siècle à l'Assemblée nationale. Au départ, j'y suis entré pour rédiger les comptes rendus des séances, donc mon bureau c'était l'hémicycle, je vous rassure, j'étais pas tout seul, hein, c'est un système de relais. Et puis petit à petit, je me suis intéressé à l'histoire des lieux, je suis devenu un peu le monsieur histoire du Palais Bourbon, même si ça n'est pas un titre officiel, et maintenant même le conseiller historique de la présidente. C'est un lieu chargé d'histoire, avec un patrimoine très riche à tout point de vue, avec une bibliothèque et des archives exceptionnelles. Et en fouillant dans ces archives, j'ai trouvé beaucoup de choses, y compris, bien sûr, des recettes, y compris des histoires culinaires, gastronomiques. Et donc, c'est toujours intéressant de rapprocher l'histoire et la gastronomie. Et c'est justement l'objet de cette revue nouvelle, Gargantua, l'histoire par le menu. Ça veut dire que pendant très longtemps, au fond, les historiens ont regardé la gastronomie un petit peu avec méfiance, et éventuellement ont traité le sujet à la fin de revues sérieuses comme quelque chose d'un peu anecdotique. Personne ne voulant trop consacrer des travaux de fond à ces aspects-là. Or, il n'y a pas que la gastronomie, de façon générale, l'alimentation, c'est central dans l'histoire. Il y a eu des guerres, des émeutes, parce qu'il n'y avait plus de pain ou plus de farine, ou au contraire parce que on voulait conquérir des territoires où se trouvaient des épices ou des denrées précieuses. Bon, donc l'alimentation, c'est pas seulement un besoin physiologique, c'est un des moteurs de l'histoire. Et dans cette revue et dans certains ouvrages de mes collègues ou de moi-même, nous avons essayé de montrer cela, à quel point l'alimentation était non seulement présente, mais souvent centrale. Alors, pour arriver au sujet précis de cette conférence, pour pas trop m'égarer, évidemment, l'alimentation et la politique, c'est plus qu'un cousinage. Lorsque vous faites de la politique, au fond, vous êtes très souvent à table. Et avec cette singularité que souvent, vous êtes à table avec des gens qui ne sont pas vos amis.
avec des gens qui peut-être ne vous veulent pas vraiment du bien. Et le fait déjà d'asseoir autour d'une même table des ennemis politiques ou des rivaux, c'est déjà un succès en soi, le simple fait que ces personnes soient assises à la même table. Et puis si vous réussissez à faire en sorte qu'elles partagent un repas en entier, sans se fâcher, si vous avez un bon cuisinier, un peu à la Carême, qui sait prévoir des plats apaisants, des vins pas trop énervants, etc., eh bien, vous pouvez arriver à des rapprochements assez inattendus, à nouer des relations. Bon. Et ça fait aussi partie de la vie politique. Alors, c'est toujours regardé avec un peu de méfiance. En France, on comprend très bien, en général, l'opinion, quand je dis on, c'est l'opinion, le peuple, nous, les citoyens, on comprend assez bien que le chef de l'État, le ministre des Affaires étrangères, lorsqu'il reçoit un homologue étranger, le traite bien. Au fond, nos tables républicaines sont aussi des vitrines de la France, de ses produits, de son savoir-faire, de son art de vivre. Et de ce point de vue, bon, c'est pas pour rien si le repas gastronomique des Français a été inscrit au patrimoine mondial, c'est bien de le montrer, de le manifester, de le valoriser. Mais il y a aussi ce mauvais esprit français un peu révolutionnaire qui se dit, bon, c'est bien beau, tous ces repas officiels, ces banquets, mais pourquoi je ne suis pas invité, moi ? Et donc, il y a aussi souvent une tension sur la question de l'alimentation. Est-ce que par hasard, ces gens-là ne se gobergeraient pas avec nos impôts ? Et donc ça, c'est quelque chose qu'on retrouve à travers l'histoire. Je ne ferai pas mon devoir de réserve, m'interdit absolument de faire référence à des polémiques récentes, mais si on remonte un petit peu dans l'histoire, on verrait assez facilement que, au fond, c'est une problématique ancienne, renouvelée, mais au fond qui demeure. Par exemple, sous la monarchie de Juillet, et là la question est sensible parce qu'on a un Parlement, un gouvernement assis sur une majorité, mais tout ça repose sur un suffrage censitaire, avec des électeurs et des élus qui appartiennent au fond aux classes les plus privilégiées, la bourgeoisie, un petit peu l'aristocratie. Et à cette époque-là, les opposants, en particulier les républicains, les premiers socialistes, ont une façon très simple d'appeler les membres de la majorité, on les appelle les ventrus. Les ventrus, ou même de ce joli mot qui est tout un programme, les ventrigoulus. Là, on comprend que cela se goberge vraiment. Les ventrigoulus, c'est un super ventru. Et la majorité, sous Louis-Philippe, on la désigne sous le nom de ventre législatif. Il y a des caricatures de Daumier qui sont féroces, où on voit des espèces d'énormes potentats, de bourgeois monstrueux qui dorment à moitié, avec un ventre qui sort de tous les côtés de leur banc, soit à la Chambre des députés, soit à la Chambre des pairs. Et un autre critique, qui lui n'est pas un caricaturiste, qui est un poète et un chansonnier extraordinaire, Béranger, a composé une chanson très drôle sur le thème Le Ventru. Alors je ne chanterai pas, je vous rassure, mais je ne résiste pas au plaisir de vous livrer quelques paroles de cette chanson. Donc il s'agit d'un député conservateur qui rentre de Paris dans sa circonscription et qui fait un discours à ses électeurs, discours dans lequel il est content. Voilà ce qu'il déclare à ses électeurs. Électeurs de ma province, il faut que vous sachiez tous ce que j'ai fait pour le prince, pour la patrie et pour vous. L'État n'a point dépéri, je reviens gras et fleuri. Quel dîner les ministres m'ont donné. Oh, que j'ai fait de bons dîners. Bon, c'est une façon peut-être un peu réductrice de rendre compte du mandat de ce député, mais ça dit bien qu'au fond, il y a toujours un petit ressentiment à l'idée que le politique, et surtout l'ennemi politique, puisse bien manger, beaucoup manger, trop manger, aux frais, qui plus est, du contribuable. Et d'ailleurs, lorsque surviendra la révolution de 1848, bien sûr c'est d'abord dans les rues de Paris, mais les émeutiers finissent par entrer dans l'hémicycle, et vous pourrez vérifier sur le compte-rendu de la séance, qui est la dernière séance de la monarchie de Juillet, au moment où on va proclamer la République, eh bien, mes collègues de l'époque ont noté jusqu'à la fin ce qu'on entend, et voilà ce que disent les révolutionnaires parisiens qui investissent le Palais Bourbon. La République, délibérons immédiatement, assis, allons nous asseoir, prenons la place des vendus, des ventrus, des corrompus. Voilà. Alors plus tard, il y aura la République, et on va se dire, oui, mais les choses vont s'améliorer, parce qu'avec la République, il y a une identité des gouvernants et des gouvernés, c'est beaucoup mieux, il y a le suffrage qui est universel, certes un peu masculin à l'époque, mais bon, les choses vont s'arranger plus tard. Bon, mais au fond, ce ressentiment demeure. Par ailleurs, il n'est pas toujours bon pour un homme politique d'être assimilé à une nourriture.
Ça peut être injurieux. De façon générale, quand vous traitez un être humain d'une chose inanimée, c'est souvent pour se moquer de lui, pour le déprécier. Et je prendrai simplement 2 exemples, mais je pourrais les multiplier. Je vais prendre 2 présidents de la Troisième République, pourtant personnage placide, bonhomme, dont le bilan n'est pas catastrophique du tout. Prenez Émile Loubet, par exemple, personnage jovial, qui faisait bien son métier de président de la République. Bon, il était originaire de Montélimar, et donc on l'avait surnommé le nougateux. Pas très gentil. Ou un autre qui était pourtant assez populaire, Armand Fallières, d'autant que c'était un président vigneron. Enfin, il était avocat, mais il avait son clos qu'il appelait le Loupillon et dont il prenait tellement soin que au mois de septembre, pendant la saison des vendanges, il quittait l'Élysée et donc il signait les lois, les décrets depuis son domaine viticole. Il ne vendangeait pas lui-même, mais il surveillait de façon très étroite et ça l'a rendu assez populaire. Oui. Mais le pauvre Armand Fallières avait aussi des ennemis, et je vais citer là un pamphlétaire royaliste absolument redoutable, Léon Daudet, fils d'Alphonse, qui, lorsqu'en 1906, donc, le brave Fallières est élu, un républicain, un ancien président du Sénat, un homme qui savait manger, et ça se voyait, voilà ce qu'écrit Léon Daudet: l'énorme, au pied de l'art, au bras de Saint-Doux, au nombril couenneux. Sa place est au marché. Il est fait pour être tâté, soupesé, puis attaché à une longe, conduit à l'abattoir, hélas, débité, vendu, bouilli et mangé. Bon, donc vous voyez, à la fois un humour ravageur, quelque chose d'assez menaçant aussi, et l'idée que finalement, on dira aussi, parce qu'il avait un petit air un peu bovin, ce brave président Fallières, que le président n'était pas un soliveau, mais une solivache. Enfin bon, il y aura beaucoup de vacheries, justement, dites sur cet homme-là. C'est pour vous dire que, pour un homme politique, il faut faire attention quand on est associé à l'idée de nourriture. C'est toujours glissant pour toutes les raisons que je viens d'exposer. Mais ça peut, dans certains cas aussi, être valorisant. Et c'est là-dessus que je voudrais un petit peu faire le tri avec vous, en m'intéressant à ce qu'on appelle les anthroponymes culinaires. Alors, un anthroponyme, c'est un nom, c'est un objet, un nom commun qui procède du nom d'un être humain. Lorsque vous parlez d'un moteur diesel, ça vient de Rudolf Diesel, l'inventeur du moteur diesel. C'est un exemple parmi des milliers d'anthroponymes. Lorsqu'on parle de Godas ou de Godillot, ça vient d'Alexis Godillot, qui est l'inventeur des chaussures modernes avec un pied droit distinct d'un pied gauche. Bon. Et ça existe également en matière alimentaire, évidemment, soit par des gens qui ont donné leur nom à une marque qui est devenue quasiment un nom commun, soit parce que par association d'idées, ou tout ça parfois même pour rendre hommage à quelqu'un, de façon sincère ou plus moqueuse, eh bien on a associé le nom d'un individu à un plat. Si vous lisez un très beau livre d'Andrei Makin qui s'intitule Le Testament français, cet auteur donc d'origine russe, mais qui écrit en français, qui est un grand admirateur de la France, consacre une assez belle page à cette curiosité pour lui absolue, qui est cette manie des Français de donner le nom de belles femmes ou de personnages historiques à des plats. Et il écrit que jamais un Russe ne donnerait le nom de quelqu'un à un bortsch, que ça paraît absolument insensé. Et alors vous me direz, oui, mais il y a quand même le rôti de Vorlov, il y a quand même le bœuf Stroganov. Eh bien, en fait, ce sont effectivement l'un un ambassadeur de Russie à Paris, l'autre un général russe de l'époque tsariste, mais c'est leur cuisinier français qui ont osé donner leur nom à ces plats. Donc c'est un petit peu une singularité française et une façon d'associer à la fois la politique, l'histoire et la gastronomie. Alors, bien sûr, il faut s'en méfier. Certains hommes politiques, alors il faut s'en méfier, puis en même temps c'est avantageux. Je veux dire par là que, évidemment, lorsque vous faites de la politique, vous avez plutôt envie de donner votre nom à une loi, à une réforme, à quelque chose de noble. Et vous avez sans doute entendu parler peut-être de, je sais pas moi, de la loi Loucheur ou de la loi Neuwirth, de l'amendement Vallon, de l'emprunt Pinet, des mètres carrés Carrez, etc., etc. Mais en fait, tout ça est assez périssable. Et si vous demandez dans la rue, la loi Loucheur, c'était quoi ?
si vous avez de la chance, quelqu'un va vous dire c'est les habitations à bon marché. Bon, oui, mais les HBM n'existent plus, ils ont été remplacés par les HLM et puis par d'autres formules. Et donc cette loi, finalement, elle est assez périssable. Et cet homme politique qui s'est illustré à un moment dans l'entre-deux-guerres, eh bien, malgré la loi qui portait son nom, est tombé un peu dans l'oubli. Alors que lorsqu'on donne son nom à un plat, souvent, on défie beaucoup plus le temps. Et il y a un certain nombre d'hommes politiques qui ne sont plus connus que par le plat qui porte leur nom. Mais quelquefois, ce n'est pas forcément un choix de leur part. Je prendrai un premier exemple, qui est, vous avez peut-être vu des voix sur des cartes de bons restaurants, on vous propose un potage Germini. Ça sonne joliment, avec un Y, hein, ça fait très chic. Mais qui est Monsieur Germini ? Qu'a-t-il fait ? Alors c'était effectivement un homme politique important. Il a été ministre des Finances, c'était un des régents de la Banque de France. Était-il un grand gastronome ? Pas du tout. Simplement, c'est un potage à base d'oseille. Et donc pour un grand financier, évidemment. Donc c'était purement moqueur et ironique. De la même manière, si vous allez en Italie et qu'on vous propose un rôti de bœuf à la Robespierre, ça veut juste dire qu'il est taillé très nettement au couteau, si vous voulez. Ça n'a rien à voir avec une gastronomie robespierriste qui, à mon avis, reste un petit peu à inventer. L'incorruptible était assez sobre à table et ne buvait que du lait et pas de vin. Parfois, c'est une polémique qui crée comme cela un nom de plat. Par exemple, en Suisse, maintenant, vous pouvez commander dans les restaurants un soufflé Mitterrand ou un soufflé François Mitterrand. Et c'est délicieux. Mais l'origine de ce plat, en fait, c'est une simple polémique dont François Mitterrand se serait volontiers passé. En 1983, il a fait, donc président de la République en exercice, il a fait un voyage officiel en Suisse. Alors ça peut paraître peu excitant, parce que c'est quand même juste à côté, c'est pas très exotique, mais en fait, depuis Bonaparte, aucun chef d'État français n'était allé en visite officielle en Suisse. Donc c'était un événement. Et nos voisins suisses, soucieux de bien traiter ce président français, plus il y avait eu des petites tensions en 81 entre la Suisse et les socialistes français. Donc bon, c'était aussi on a voulu mettre les petits plats dans les grands, bien traiter le président français à un moment où sa politique devenait un peu moins hostile. Et bref, on lui sert un dessert délicieux qui a été créé pour lui, un soufflé qui est parfumé à l'absinthe. Problème, l'absinthe est rigoureusement interdite par la loi en Suisse depuis 1915. Et donc, évidemment, les Suisses, et surtout les opposants, et puis la presse, se sont dit comment alors nous, Suisses, on n'a pas le droit de consommer de l'absinthe, et parce qu'on reçoit un chef d'État étranger, on sort. Et donc, le soufflé a été surnommé en son nom à cause de la polémique qui est née à ce moment-là. Et puis, le nom est resté. Alors, j'en ai parlé il y a quelques mois aux membres de l'Institut François Mitterrand qui organise des rencontres à Jarnac, la maison natale des Mitterrand étant devenue un lieu culturel, un lieu d'échange. Et alors, on s'est demandé si on ne pouvait pas servir un soufflé Mitterrand. Bon, c'était un petit peu cher. Et puis, en plein été, un soufflé, c'était pas génial. Donc, on a imaginé une variante avec un glacier local. On a fait un sorbet, d'où mon lapsus de tout à l'heure, un sorbet François Mitterrand à l'absinthe, puisque maintenant l'absinthe est de nouveau légale, aussi bien en France qu'en Suisse, et c'est absolument savoureux, délicieux, très rafraîchissant, très, très agréable. Mais encore une fois, François Mitterrand, qui était aussi un fin bec, même s'il était assez difficile, hein, vous avez lu et vu beaucoup de choses, j'imagine, sur ce thème-là, je n'insiste pas, eh bien, a laissé son nom à un plat qu'il n'avait pas choisi et suite à une polémique dont il se serait volontiers passé. Dans quelques cas, c'est difficile de faire la part entre, les qualités gastronomiques de l'homme politique et puis la méchanceté, la moquerie de ses contemporains. Par exemple, il existe, si je remonte aux origines de notre démocratie parlementaire et que j'invoque les mannes du grand Mirabeau, eh bien, il existe plusieurs recettes de Mirabeau. Alors, il existe par exemple une entrecôte Mirabeau. Une entrecôte Mirabeau, c'est du bœuf qui est cuit avec des olives et des anchois. Et bon, là, pourquoi Mirabeau ? Tout simplement parce qu'il a été élu du bailliage d'Aix en Provence, donc les olives, les anchois. Vous savez qu'on le surnommait la torche de Provence, par opposition à la chandelle d'Arras, qui était Robespierre, qui était moins flamboyant. Donc c'est une référence en fait à la terre où, non pas il est né, parce qu'il est né dans l'actuel département du Loiret, au Bignon, mais dont il a été l'élu et l'expression, en quelque sorte. Mais il existe aussi une autre recette qui n'a rien à voir, où il n'y a ni anchois, ni olives, c'est le turbo ou le turbotin Mirabeau. On dit,
est-ce que Mirabeau a servi dans de grandes occasions du turbo à ses invités? Bon, il était quand même souvent très fauché, un peu surendetté. Non, c'est pas du tout ça. Mais vous avez peut-être déjà vu chez votre poissonnier à quoi ressemble un turbo. Cette gueule un peu concassée avec les deux yeux l'un sur l'autre, c'est pas très avenant. Et en fait, Mirabeau était horrible. On dit que la sage-femme s'est évanouie quand il est né, tellement le bébé était laid. Et Victor Hugo raconte qu'il était prodigieusement laid, que sa laideur tenait du prodige. Ça n'est pas complètement une légende. Au Palais Bourbon, parmi les richesses qui sont conservées, il y a le masque mortuaire de Mirabeau, donc ce qui a été moulé sur son visage au jour de sa mort. Et pour une exposition il y a quelques années, je m'étais tourné vers les gendarmes de l'IRCGN, qui est un peu l'équivalent de la police scientifique pour la gendarmerie. Et à partir de ce masque, ils ont fait une reconstitution faciale. Franchement, c'est difficile de faire un personnage plus patibulaire que Mirabeau, et on comprend la frayeur du marquis de Drebrézé, maître de cérémonie du roi, lorsqu'on lui a dit qu'on était réunis là par la volonté du peuple et que même avec la force des baïonnettes, c'était pas sûr qu'on s'en aille. Bref, Mirabeau avait une gueule terrible, et quand on a baptisé une recette de son nom avec un turbo, c'était assez méchant en fait. C'était vraiment pour se moquer de sa laideur et de son visage. De la même façon, un contemporain de Mirabeau qui a une réputation de haute gastronomie, c'est Cambacérès. Et en fait, on pourrait faire un menu entier avec uniquement des plats qui portent le nom de Cambacérès. Il y a aussi bien un potage à la crème que toutes sortes de recettes très très raffinées, et puis aussi une recette d'ananas flambé au kirsch avec un blanc mangé à l'intérieur. Bon. Simplement, alors bien sûr, Cambacérès était un épicurien. On raconte qu'il y avait des après-dîners des dîners et des après-dîners assez fous chez lui. Il y a beaucoup de légendes aussi. Mais surtout, si on regarde attentivement ces plats, la plupart de ces plats, en fait, sont des plats fourrés, farcis, ce qui, à l'époque, était une façon de désigner, sans le dire, son homosexualité qui était notoire. Et donc là aussi, il y avait quelque chose de presque pamphlétaire. Il y avait, au fond, plus que moqueur, dans le contexte du XVIIIe ou du tout début du XIXe siècle, dans le fait de parler, comment dirais-je, d'une poularde farcie à la Cambacérès, d'une timbale de macaroni à la Cambacérès, c'est-à-dire farcie au foie gras. Ce ne sont que des choses délicieuses, mais là aussi, ça n'a peut-être pas vraiment été servi à la table de Cambacérès. Alors, il y a d'authentiques gastronomes aussi qui ont donné leur nom à des plats, et je ne peux pas ne pas citer Brillat-Savarin. Parce qu'on l'a oublié, mais Brillat-Savarin était d'abord un homme politique. C'était un juriste, un magistrat. Il a aussi été maire de Belay, dans l'actuel département de l'Ain, où on mange pas si mal que ça, a priori. Et il a été député aux États généraux. Bon, il a laissé son nom à plusieurs, à plusieurs plats, aussi à un gâteau qu'on appelle le Savarin, à un fromage, le Brillat-Savarin. Si on regarde avec attention, c'est à titre posthume que la plupart de ces plats ont pris son nom. C'est-à-dire que, il n'a pas eu de chance, il a écrit toute sa vie des ouvrages juridiques qui ont eu un succès médiocre, et il a rédigé la physiologie du goût, et elle était sous presse quand il a eu la très mauvaise idée, parce qu'il fait partie de ces gens qui courent trop de lièvres à la fois, ou qui trop embrassent mal les trains, par courtoisie, mais même par courtisanerie, il est allé à la messe de Noël sous la Restauration. Il a pris froid, il est mort, et donc son grand œuvre, le livre qui a été un succès universel, est paru à titre posthume. Il n'en a jamais profité. En ont profité, même pas ses héritiers, parce qu'ils ont très bêtement cédé les droits à l'éditeur. C'est une histoire que les éditeurs adorent se raconter. En revanche, les restaurateurs, les traiteurs, les cuisiniers se sont emparés de ce nom, de cette réputation. Et par exemple, le fameux Savarin, ce gâteau moelleux en forme d'anneau, il apparaît presque 20 ans après la mort de Brillat-Savarin. On utilise en fait sa mémoire, son souvenir, mais jamais, évidemment, Brillat-Savarin n'a goûté à un Savarin. Ce sont des pâtissiers habiles à la mode à Paris, les frères Julien, qui ont lancé avec succès ce gâteau. Et ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver assez souvent. Par exemple, il y a un gâteau qui s'appelle le Napoléon. Alors bien sûr, Napoléon Ier n'y est vraiment pour rien. C'était sans doute dans notre histoire l'un des plus piètres gastronomes qui ait pu exister. Il mangeait en 15 minutes, il était vraiment préoccupé par autre chose. C'était vraiment, vous voyez, cet ambitieux qui considère la table comme une perte de temps. Il savait bien qu'il fallait traiter
toutes sortes de gens, mais c'était un soin qu'il sous-traitait soit à Cambacérès, soit à Talleyrand ou à quelques autres. Pour vous donner un seul exemple, quand il était jeune officier, il était donc en Bourgogne, et dans ce paradis de la gastronomie qu'est la Bourgogne, il avait eu l'idée baroque de ne se nourrir que de lait. Pour gagner du temps et pour potasser davantage ses traités de mathématiques, ses livres d'histoire ancienne, etc. Il s'était totalement détraqué l'estomac et on se demande si le fameux geste n'est pas une conséquence lointaine de cette année où il a eu une idée aussi bizarre d'un point de vue alimentaire. Donc Napoléon n'est pas un gastronome, il n'est pas à l'origine de cette variante du millefeuille qui porte son nom, qui n'est pas très connue en France, comme s'il n'était pas très bien vu de manger Napoléon, mais qui est assez populaire dans d'autres pays et jusqu'en Russie. Mais le Napoléon, au fond, c'est une création du Second Empire. C'est-à-dire que sous le Second Empire, pareil, vous avez un pâtissier qui crée un gâteau prestigieux, et on lui donne le nom qui, évidemment, est bien porté sous Napoléon III. Et sous le Second Empire, qui est une période où les hommes de pouvoir se soignent, mangent bien, apparaissent comme cela quelques monuments de la classique française. Par exemple, je voudrais évoquer la sole Walewska. Elle porte le nom donc de Walewski, le comte Walewski. Walewski, c'était en fait un enfant naturel de Napoléon Ier, qu'il avait eu avec une belle polonaise que les patriotes polonais avaient un peu glissé dans sa chambre pour le convaincre de la nécessité de ressusciter un État polonais en Europe. Et d'ailleurs, elle a bien travaillé, puisque à défaut d'une Pologne, il y a eu un grand-duché de Varsovie où on parlait le polonais, où pendant quelques années, les Polonais ont joui d'une relative autonomie. Et surtout, cette belle comtesse polonaise est tombée enceinte d'un garçon, le comte Walewski, donc, qui a eu une carrière assez extraordinaire. Il a été ministre, ambassadeur, il a été président du corps législatif, c'est-à-dire l'équivalent de l'Assemblée nationale. Il a donc siégé au perchoir, il a résidé à l'hôtel de la Sey. Il a vécu suffisamment longtemps pour qu'on ait des photos de lui, et c'est tout à fait stupéfiant parce qu'il a vraiment le visage de Napoléon. On a l'impression qu'on a pris en photo son père, en fait. Et simplement, il est un peu plus empâté, parce qu'il n'était pas beaucoup sur les champs de bataille, c'était plutôt, encore une fois, un diplomate, et puis un homme qui recevait avec faste. Et donc, on a donné son nom en particulier à une recette concoctée par un de ses cuisiniers. Alors, je ne vais pas vous donner le détail de la recette, mais juste le principe. Donc, imaginez une sole qui est pochée dans du fumet de poisson, qui est dressée sur un plat. Le plat va immédiatement au feu, mais garni d'escalopes de langoustes et de truffes, et le tout est nappé de sauce Mornay. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que la sauce Mornay? Là encore, on a un homme politique du milieu du 19e siècle, au départ un diplomate, qui va ensuite siéger à la Chambre des Pairs, donc qui était un petit peu l'équivalent aristocratique de notre Sénat, et qui siégeait déjà au Palais du Luxembourg. La sauce Mornay, c'est pas tout à fait léger, c'est-à-dire qu'au milieu du 19e siècle, on considère qu'une béchamel, c'est un peu sobre. Vous voyez, c'est un peu pénitence, une simple béchamel. Donc vous prenez une béchamel, pour faire une sauce Mornay, vous prenez une béchamel, vous rajoutez un jaune d'œuf, vous rajoutez du fromage râpé, et vous en nappez un plat qui va au four. Donc ça crée une sorte de gangue, un petit peu riche, il faut bien le dire, qui enveloppe elle-même, par exemple, notre sole Walewska. Voilà le genre de plats, évidemment, qui sont aussi une manifestation de savoir-faire, mais aussi de puissance et de richesse que l'on pouvait servir sous le Second Empire aux tables du pouvoir. Alors, après 1870, les républicains arrivent à leur tour à la tête de l'État, et eux vont essayer de démocratiser la cuisine. Un des enjeux, par exemple, pour les républicains, qui se réclament de la Révolution française, c'est le gibier. Aujourd'hui, à gauche, le gibier a un petit peu mauvaise presse, et je ne parle pas du chasseur. Mais pour des gens comme Clémenceau et ses contemporains, la chasse, c'était une conquête de la Révolution. Le peuple pouvait enfin chasser et donc après apprêter son gibier. Alors que sous l'Ancien Régime, comme vous le savez, c'était réservé à la noblesse. Et vous risquiez gros si vous étiez pris en train de poser des collets et de soutirer un peu de gibier aux seigneurs. Donc pour les républicains de la fin du 19e, du début du 20e siècle, la chasse, c'est important, le gibier, c'est important, mais simplement, il faut républicaniser la chose. Vous n'allez pas servir, par exemple, un lièvre à la royale à une table républicaine. En même temps, c'est bon, le lièvre à la royale. Alors, on a un sénateur
sénateur de la Vienne, Aristide Couteau, le nom déjà est tout un programme, Aristide Couteau, qui va inventer la recette républicaine du lièvre à la royale, et qu'on appelle aujourd'hui encore le lièvre à la royale du sénateur Couteau. Pour moi, c'est vraiment ma recette préférée. Et d'ailleurs, Robuchon l'a relancée, l'a fait connaître. Elle avait connu une petite éclipse au XXe siècle. Et maintenant, la plupart du temps, quand vous mangez du lièvre à la royale, si vous aimez ça, c'est la recette du sénateur Couteau. Il y a quand même 14 pressions. C'est un énorme travail, c'est très long. Mais c'est une recette différente de la recette classique, ancienne, j'allais dire féodale, du lièvre à la royale. Et puis un autre Aristide, qui n'était pas un grand cuisinier, Aristide Briand, entre autres choses le père de la loi de 1905, de séparation des églises et de l'État, lui-même a donné son nom à une autre recette de civet de lièvre. Les personnages un petit peu importants de la Troisième République, eh bien, ont, comme cela, se sont illustrés. Alors, des républicains comme André Tardieu, comme Édouard Herriot, le radical, mais aussi un royaliste comme Léon Daudet, dont je vous ai parlé. Léon Daudet, c'est une recette de crêpes. Lui, il cultive en tant que royaliste, réactionnaire, anti-républicain, il se plaçait volontiers dans le sillage de Rabelais. Il se considérait comme une sorte de Pantagruel. Il en avait un peu la silhouette. Et donc, il a imaginé une recette de crêpes salées avec une sorte de hachis à l'intérieur, de hachis de viande, donc évidemment plutôt roboratif. Quant à André Tardieu, là on est le républicain de droite, ou Édouard Herriot, radical, socialiste, ils avaient tous les deux un ami précieux qui est Fernand Point, le grand chef de la pyramide, et on dit que lorsqu'Édouard Herriot, maire de Lyon, allait chez Fernand Point, les deux personnages faisaient des concours de tour de taille. On est assez loin de l'esprit moderne, de la sveltesse, du sport et de ce genre de choses. On est à une époque, d'ailleurs, au moment des Jeux Olympiques de 1924, le premier sous-secrétaire d'État à l'éducation physique, qui portait un joli nom lui aussi, Henri Pathet, eh bien, était membre, président d'honneur du club des 100 kilos de Paris. Donc on ne voyait absolument pas la contradiction entre aimer l'activité, le sport, et puis bouffer comme quatre et avoir une silhouette un peu imposante. Et donc voilà, vous avez comme cela un certain nombre de recettes assez extravagantes qui sont liées à des hommes politiques. Je voudrais me concentrer sur une parce que là, elle montre un changement d'époque, c'est le poulet Gaston Gérard. Gaston Gérard est beaucoup moins connu, beaucoup plus oublié peut-être que Édouard Herriot, André Tardieu, Léon Daudet, sauf en Bourgogne. Et puis il fait partie de ces hommes politiques dont le souvenir s'est surtout maintenu par une recette, justement. Alors Gaston Gérard, c'était simplement le député-maire de Dijon. Et il assiste dans l'entre-deux-guerres, vous voyez, à la fin des années 1910, début des années 1920, à l'essor d'un loisir nouveau, des gens qui ont plutôt des sous et qui font du tourisme en automobile. Voilà, des couples ou des petits groupes d'amis qui sillonnent la France en automobile et qui donc cherchent de bonnes auberges, des endroits. Et lui se dit, tiens, voilà, ça va enrichir ma ville, ça va enrichir mon département. La gastronomie peut être un levier de développement économique. Donc il va créer la foire gastronomique de Dijon, qui va être un énorme succès, et ces efforts vont être récompensés, puisqu'en 1930, pour la première fois, on a un membre du gouvernement en charge du tourisme. Il est d'abord haut-commissaire au tourisme, plus tard sous-secrétaire d'État au tourisme. Il y a haut-commissaire, et puis sous-secrétaire d'État, c'est au-dessus du haut-commissaire. Et puis, à la fin, ministre du tourisme. Donc voilà. Bon, après, ça va se gâter parce qu'il va voter les pleins pouvoirs à Pétain et sa carrière politique va s'arrêter là. Mais pendant une vingtaine d'années, il va monter en politique, devenir vraiment l'homme fort de Dijon et de la Côte d'Or, en mettant en avant le développement local par le tourisme avec cette foire gastronomique. Simplement, un jour, il a l'idée non seulement d'inviter à la foire gastronomique, mais chez lui, à son domicile, Kurnonski, le prince des gastronomes, le critique redouté de tous. Donc évidemment, belle engueulade conjugale et familiale. Sa femme, qui portait un joli nom, Reine Bourgogne, trouvait que là vraiment il exagérait. Comment pouvait-elle faire à manger à quelqu'un d'aussi difficile, d'aussi exigeant, qui avait connu les meilleures tables de France? Et donc Reine Bourgogne, qui passait pour une bonne cuisinière, est tout à coup très stressée. Alors elle a préparé un sauté de volaille, si vous voulez, mais on annonce que Kurnonski va arriver, elle est extrêmement stressée et elle donne un coup de coude malencontreux dans une boîte remplie de paprika. Donc le paprika tombe dans la casserole,
évidemment, la volaille est immangeable comme cela, avec une boîte entière de paprika dessus. Mais Kurnonski arrive. Que faire? Alors, Gaston Gérard et sa femme se disent, c'est pas grave, on va noyer le paprika. Donc ils débouchent un aligoté, hop, on vide une bouteille de vin blanc, et puis on balance tout ce qu'on a en crème fraîche, en fromage, en produits gras. Bon. Et ça mitonne, bon, on occupe Kurnonski par la conversation, puis on finit par servir un poulet qui est vraiment dans une espèce de gangue blanche de matière grasse, relevé par du paprika. Et c'est délicieux. Et Kurnonski va partir ravi d'avoir découvert cette ancestrale recette bourguignonne dont il va faire la promotion. Et aujourd'hui encore, on vous sert du poulet Gaston Gérard en Bourgogne, et c'est tout à fait remarquable. Donc vous voyez que ces histoires sont assez variées, assez différentes. Bon, Gaston Gérard, je vous l'ai dit, va arrêter sa carrière en 1940, mais il va avoir un successeur bourguignon et dijonnais important, c'est le chanoine Kir, qui lui va donner son nom à une boisson, hein, le vieux Blancas. Hein. Et il a même, sur un papier en tête de l'Assemblée nationale, donné l'exclusivité de l'appellation Kir à une maison dijonnaise et à une seule. Il va y avoir même des procès qu'on va appeler la guerre du Kir. Et ce document en tête de l'Assemblée nationale va faire que la maison Leget-Lagoutte va effectivement pouvoir seule se prévaloir de l'appellation Kir. Avec Kir, on arrive dans les années 50, 60, à une période où déjà la gastronomie devient un peu moins exubérante, si vous voulez. Je vais plus vite. Alors sans tomber dans ce qu'on a appelé les crevettes Sarko, hein, une recette très light et pas forcément délicieuse, hein, de crevettes avec une petite sauce asiatique très légère et avec de l'eau minérale. On a un petit peu moins de recettes comme cela saillantes sous les 4e et 5e Républiques, sauf celles que, Pierre, vous avez eu la gentillesse de citer. Par exemple, le potage, alors que maintenant tout le monde appelle le potage VGE ou le potage Giscard d'Estaing, qui à l'origine était le potage Élysée. C'est Bocuse va avoir sa Légion d'honneur qui va lui être remise à l'Élysée par le président de la République. Et pour le repas, pour l'occasion, eh bien, il compose une soupe truffée avec un, comment dit-on, une croûte dessus, en fait. Voilà. Voilà. Et donc, ce potage est entré dans la légende. Le pigeon André Malraux, alors ça, il est servi chez la Serre. Je pense qu'il l'est toujours, d'ailleurs, aujourd'hui à la carte, parce que Malraux en avait fait sa cantine, pas le jeune Malraux famélique, hein, mais le Malraux ministre, il allait volontiers là-bas. Et en fait, le pigeon André Malraux, donc avec du foie gras, des truffes, hein, c'est pas un pigeon maigre du tout, c'est un petit peu le concurrent de ce qu'on peut trouver au Véfour, le pigeon Régnier 3, qui est également un pigeon farci avec des truffes et ce genre de choses. Je crois que dans le Régnier 3, il y a plus de truffes et moins de foie gras que... Voilà, c'est un petit peu, on est un peu dans la nuance. Bon... alors, la question aujourd'hui est la suivante. Est-ce qu'on peut toujours faire de grands repas républicains, des banquets qui durent des heures, servir des plats avec des sauces très riches et très extravagantes? On voit bien que c'est devenu plus compliqué parce que le rapport à la nourriture a changé, le rapport au corps a changé. Il faut bien dire aussi que la vie politique s'est féminisée, donc il y a des usages qui ont évolué aussi avec cela. Et vous savez qu'à plusieurs reprises, il y a eu des velléités d'organiser, comme ça s'est fait 2 fois sous la Troisième République, un grand banquet où tous les maires de France seraient réunis. Et ça a échoué, le projet a été abandonné, parce qu'on a constaté d'abord qu'aujourd'hui, tous les Français ne mangeaient plus la même chose, donc c'était difficile d'avoir un menu unique pour tous les maires, et puis que le pays, dans une situation un peu de crise, de tension budgétaire, n'accepterait peut-être pas l'addition. Alors, au temps de Cambacérès et de Talleyrand, on pouvait entendre cette phrase « c'est par la table qu'on gouverne ». Est-ce qu'aujourd'hui, c'est par la table qu'on gouverne? Je terminerai sur cette interrogation, et si vous avez des questions, je vous répondrai avec plaisir. Merci beaucoup de votre attention. Mais pour autant, gloire à l'Association des maires de France qui font encore quelques bons banquets dans ces salons. Ouais. Ouais. Bien, faites attention à vous, hein, mais en même temps, manger n'est pas dangereux. Merci beaucoup, sauf s'il y a d'autres questions. Pardon, il y avait une autre, pardon? Non. Tu rappelles.
Et donc je rappelle que mardi prochain, le 21 mai, nous ne le verrons pas, mais qu'en revanche, vous êtes tous et toutes conviés le 28 mai pour la dernière rencontre des Gobelins, saison avant la reprise à l'automne. Voilà. Merci à vous. Encore merci à Bruno. Merci à tous. Bravo pour tout ça. Merci.